d'emploi. Mode d'emploi. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Aujourd'hui, l'émission Mode d'emploi reçoit les féministes révolutionnaires pour parler de la lutte des aides à domicile. Je suis Julia, militante au FemRêve, et je vais animer cette émission aux côtés de mes deux camarades, Lo. Bonjour. Et Morgane. Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Sabrina, qui va nous rejoindre dans quelques instants, et elle est responsable Île-de-France du collectif national La Force Invisible des aides à domicile. Les féministes révolutionnaires sont un collectif créé en 2016, suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleuses. C'est pour ça qu'on est particulièrement heureux ce soir d'être avec Sabrina pour parler des conditions de travail et de la lutte des aides à domicile en France. Donc pour parler du secteur de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile, donc en fait c'est un des secteurs qui a vraiment été en première ligne pendant le Covid, bien souvent sans masque ni gants. Les aides à domicile sont celles qui nous assistent dans la vie quotidienne en cas de perte d'autonomie, que ce soit lié à la vieillesse ou à un handicap. Elles assurent l'entretien de nos domiciles, une aide matérielle mais aussi un soutien moral. Ce sont elles qui font nos courses, nous nourrissent, nous aident à nous lever ou à nous recoucher, nous lavent, nous habillent, nous aident à remplir nos impôts ou à prendre des rendez-vous, nous accompagnent aussi quand on meurt chez nous. Cette branche est composée à 96% de femmes, comme beaucoup de métiers centrés sur le soin à autrui. Et comme les autres métiers du soin, le secteur de l'aide à domicile est à la croisée de discriminations sexistes, racistes et capitalistes, et pâtit d'un manque flagrant de reconnaissance. La recherche effrénée de baisse des coûts dans un secteur pourtant reconnu comme essentiel ne fait que détériorer des conditions de soins, mais aussi les conditions de travail et de vie de celles qui nous soignent. C'est d'autant plus incompréhensible qu'avec le vieillissement de la population, on va avoir de plus en plus besoin de ces professions. Selon les projections, en 2040, un quart de la population aura plus de 65 ans. Il y a pour l'instant 700 000 aides à domicile en France. Il en faudrait 300 000 de plus pour suivre le vieillissement de cette population. Donc, le collectif national La Force Invisible des aides à domicile a été créé en juin 2020 pour obtenir une meilleure reconnaissance professionnelle. Et donc, parce qu'avec la crise du Covid, le besoin de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et de plus de formation s'est plus que jamais fait sentir. Alors, Sabrina, qui est aide à domicile et responsable du collectif La Force Invisible des aides à domicile pour la région Île-de-France, va nous rejoindre dans quelques instants. Nous l'attendons là actuellement. D'ici qu'elle arrive, nous nous proposons de lire des témoignages de certaines de ses collègues qu'elle nous a envoyés. Le premier témoignage s'appelle « Tournée d'une matinée d'avril 2021 ». Matinée, 8h, 13h15. Aide à la toilette de Monsieur H, entretien du logement, préparation du déjeuner et prévision des repas pour ce week-end. Toilette de Madame P, shampoing, entretien du logement. Elle est marrante, Madame P. Pris café en début de presta pour persuader Madame M que ce serait une bonne chose d'aller dire adieu à Chouquette à la clinique vétérinaire. Puis emmener Madame M dire adieu à son chat, celui qui se mettait au bout de mon lit pour me regarder, me consoler quand j'allais pas bien. Donner un paquet de mouchoirs, serrer Madame M dans mes bras, renifler, ramener Madame M au village retraite. Dur. Préparation du déjeuner de Monsieur B, changement complet des draps, vider les poubelles, plier le linge, étendu la machine, lancer la machine de draps, sortie du pain du congélo pour ce soir et demain matin. Monsieur B faisait la soupe à la grimace ce midi, comme souvent. Rentrer, déjeuner à la maison. Je vous lis un deuxième témoignage envoyé à Sabrina. Je me nomme Elisabeth Boutet, j'ai 52 ans et je suis auxiliaire de vie sociale depuis 30 ans. Après l'obtention d'un BEP sanitaire et social en 1988 et des stages multiples, mon certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, SAFAD, en 1988.
Une expérience de 4 mois et un CES en gériatrie de plus d'1 an. Une formation de 155 heures pour une remise à niveau, préparant au concours d'aide-soignante. J'ai assuré ensuite un remplacement auprès des auxiliaires de vie, puis un CES, contrat emploi solidarité, à la mutualité de Vendée durant 1 an et demi. C'est là que j'ai eu cette vocation d'aider et de prendre soin. J'adore les personnes âgées, ce sont des livres ouverts. Prendre soin de leur corps et de leur âme. 10 ans dans cette structure à prendre soin des plus fragiles, quasiment que des personnes en situation de handicap. Je suis jeune, je fais des formations pour me perfectionner et je m'accroche dans des situations de mutilation physique et sociale très compliquées. Cessation d'activité au sein de cette mutuelle. Le service est déficitaire. Je pars dans un autre service, un service infirmier, toujours en tant qu'auxiliaire de vie. Il me colle à la peau et me passionne. Beaucoup d'hospitalisations à domicile, je me perfectionne en soins auprès d'infirmières et aides-soignantes. Le service cesse une nouvelle fois avec les auxiliaires de vie, pas de compatibilité. Je poursuis à l'ADAMAD où je suis depuis 2005. J'ai ma profession d'auxiliaire de vie dans la chair. Nos conditions en tous sens sont malmenées, formation, salaire, soutien, tous s'amenuisent autour des auxiliaires de vie. Le recrutement peine, les collègues démissionnent, au secours. Avec le collectif national de la force invisible des aides à domicile, nous remettrons notre profession à sa juste place. Vivre et non survivre. Donc, on est désolé, on attend Sabrina qui sort du travail. En fait, elle a eu à gérer des situations compliquées, donc elle va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Rapidement, pour parler en fait de la raison donc, de faire cette émission vraiment à ce moment-là, en fait, c'est que on l'a dit, avec le Covid, la situation s'est aggravée pour toutes les professions du soin et notamment pour les aides à domicile. Le gouvernement avait fait des promesses aux aides à domicile, notamment avec l'Avenant 43 qui était censé être une réforme de revalorisation des salaires de la branche, donc qui a été annoncée en grande pompe avec une annonce de 13 à 15% d'augmentation, qui en fait ne concernait que une minorité de ces mes collègues ne sont pas très gentils avec moi, qui ne concernait qu'une minorité de ces aides à domicile. Et pour information, pour Sabrina par exemple, en comptant l'ancienneté, l'expérience, etc., ça lui a accordé 2% d'augmentation. Donc, Et pour donner un peu d'éléments de contexte, en fait, ce mouvement qui s'est notamment lancé après le Covid répond à des conditions de travail en fait délétères, mais depuis bien avant, faut savoir que 89% des aides à domicile sont à temps partiel, souvent imposés. Mais leurs journées peuvent s'étaler jusqu'à 12 heures, travailler de manière fractionnée, puisqu'elles vont de bénéficiaires en bénéficiaires. Or, elles sont payées au SMIC horaire, ce qui fait que finalement, tous ces temps de transport, d'attente ne sont pas rémunérés. Et ça signifie qu'en fait, en moyenne, les aides à domicile gagnent moins de 1 000 € par mois et 17,5% des aides à domicile sont en dessous du seuil de pauvreté. Et on va donc maintenant faire une courte pause musicale. Rebonsoir, on vient d'écouter Si j'étais blanche de Joséphine Baker. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, dans l'émission Mode d'emploi, avec ce soir nous, les féministes révolutionnaires, qui recevons Sabrina, responsable Île-de-France du collectif national La Force Invisible des aides à domicile. Sabrina, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc bonjour, moi je suis Sabrina, je suis aide à domicile dans une association. Donc ça fait 6 ans que je travaille dans cette association comme aide à domicile. Quel âge est-ce que tu as ? Quel âge que j'ai ? J'ai 41 ans. Très bien. Et est-ce que
du coup, tu as commencé il y a 6 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment est-ce que tu as abouti à devenir aide à domicile? Alors avant, j'étais aide ménagère à domicile. J'ai travaillé un peu en maison de retraite, on va dire 1 an. J'ai arrêté parce que c'était un peu compliqué, ça me plaisait pas vraiment. Donc après, j'ai fait aide ménagère à domicile. Et puis après, je voulais travailler avec les enfants, mais j'ai pas trouvé. Enfin, il fallait un CAP petite enfance, donc du coup, j'ai laissé tomber. Donc et Pôle Emploi, il m'envoie un message en disant qu'il y a un test pour être aide à domicile. Donc j'ai dit bon, bah pourquoi pas, on va y aller, quoi. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il consistait, ce test? En fait, c'est des tests pour savoir, par exemple, comment on lève une personne, comment on fait manger la personne, par exemple, dans son lit, comment... des choses comme ça, quoi. D'accord. Comment, quand on fait manger une personne, comment on la met bien en position dans son lit, comment on nettoie l'appartement, enfin, des questions... Donc apparemment j'avais tout bien répondu parce que une semaine après on m'appelle en entretien en disant bah si vous voulez un entretien telle date telle heure. Bon bah j'ai dit ok. Et puis apparemment ça s'est bien passé aussi. Donc le lendemain ils m'ont embauché, quoi, sans me demander de diplôme. Ils m'ont même pas demandé si j'avais un diplôme ou quoi. Donc ils ont vu que j'ai travaillé en maison de retraite, que j'ai fait aide ménagère à domicile, que j'avais un peu d'expérience, que j'étais motivée. Donc peut-être c'est ça qui leur a dit on la prend, quoi. Parce que c'est qui ton employeur, du coup? Tu as dit que c'était une association? Oui, alors ça a changé plusieurs fois, hein. Quand j'ai été embauchée, ça a été la Fondation Sainte-Marie. 2 ans, 3 ans après, ça a changé. C'est la Harmonie Mutuelle qui nous a racheté parce que la fondation, elle avait plus d'argent, donc fallait quelqu'un qui nous rachète. Donc c'est Harmonie Mutuelle qui nous a racheté. Et on est sur le groupe VIF de Harmonie Mutuelle. Maintenant, ça s'appelle VIF. Avant, ça a changé plusieurs de noms, hein. Ça a été UCIF. On a eu UCIF, mais toujours avec Harmonie Mutuelle. Ça a été UCIF pendant 1 an. Et après, ça a changé. C'était VIF 3, VIF Care. Enfin, maintenant, et maintenant, c'est VIF tout court. Donc, j'espère qu'ils vont plus changer de nom. Bon, tu l'as un petit peu dit quand tu parlais du test que tu as passé, mais est-ce que tu pourrais redire aux auditeurs en quoi consiste le travail d'aide à domicile en pratique? Alors, c'est donner à manger aux personnes, faire leur toilette, les changer, mettre les protections, les lever, les coucher, utiliser un lève-personne parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus leurs jambes, donc et puis nous, notre dos, donc on a besoin d'un lève-personne. Un lève-personne, je sais pas comment vous expliquer, c'est on met un filet en dessous de la personne, et c'est une machine, on met, je sais pas comment vous expliquer, mais vous regardez sur internet, vous regardez lève-personne et vous allez voir. Donc on a ça aussi à domicile, et puis pour la mettre dans son fauteuil ou pour la coucher. Donc voilà, on fait aussi l'entretien, bien sûr. Mais c'est vrai que le plus, l'entretien, c'est pas en priorité, en fait. Parce que en priorité, c'est la personne. Puis lui parler aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écoute. Donc des fois, en 2 heures, on fait rien, on les écoute, quoi. Ils ont besoin de parler, donc on les écoute. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Oui, parce que du coup, il y a certaines personnes qui peuvent ramener votre métier au nettoyage de l'appartement, alors que pas du tout. Vous êtes vraiment dans le soin à la personne. Il y a plein de personnes qui nous disent j'ai ma femme de ménage chez moi. J'ai dit non, on n'est pas une femme de ménage. C'est pas parce qu'on fait du ménage chez vous que on fait du ménage partout. J'ai dit non, on fait la toilette aux personnes, on les lève, on leur donne leur repas, le petit déjeuner, le dîner, le déjeuner. On les écoute s'ils ont besoin de parler, les reconforter. Enfin voilà, quoi. On est là pour eux, quoi. Et les bénéficiaires sont des personnes qui du coup sont en perte d'autonomie. C'est essentiellement des personnes âgées, tu dirais, non, ou pas tellement? Pas que des personnes âgées, des personnes handicapées, 56 ans, même à mon âge, 40 ans. Moi, je m'occupe de 2 enfants handicapés aussi. Le garçon, il est trisomie autiste, et sa sœur, elle est maladie rare. Il parle pas, en fait.
Ils marchent, mais ils parlent pas. Mais ils sont très intelligents. Donc, non, on s'occupe pas que des personnes âgées. Très bien. Tu disais que tu n'as pas fait de formation spécifique à ce métier-là. Est-ce qu'il en existe ? Oui, il existe le diplôme DEAVS de auxiliaire de vie. Il y a assistante de vie aussi. Il y a quoi d'autre ? Il y a assistante de vie, il y a auxiliaire de vie AV2S. Et voilà, moi j'ai pas fait de diplôme, mais j'ai un projet de faire le diplôme d'auxiliaire de vie, quoi. Est-ce que si tu avais ce diplôme, tu serais mieux rémunérée ou ça changerait pas grand-chose ? Oui, un petit peu, mais pas tellement. Moi, j'ai envie de faire ce diplôme parce que j'ai envie d'avoir ce diplôme. Bon, on sera un peu plus payé, mais bon, ça sera pas énorme, vraiment beaucoup, hein. Et en fait, justement, une question que je voulais te poser, c'est est-ce que dans les situations concrètes et pratiques dans lesquelles tu te retrouves dans le quotidien, tu as l'impression que justement, ça te manque de ne pas avoir eu de formation spécifique ? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu te sens démunie ou en danger Oui, par ou ça n'arrive exemple, pas ? là j'ai réussi quand je fais les transferts des personnes, par exemple. Des fois, on est tout seul, on ne sait pas comment faire, donc on est obligé ça m'est déjà arrivé, hein. Transfert, surtout les transferts et l'utilisation justement du lèvre malade, il faut savoir comment l'utiliser, quoi. Donc, des fois, on apprend sur le tas. Moi, j'ai appris à domicile sur le tas, sur les gens, quoi. Mais je crois que j'ai lu, tu me diras si c'est une bêtise ou pas, j'ai lu que en fait, la plupart des aides à domicile sont dans ta situation. J'ai lu que seulement 40% ont eu accès à une formation spécifique. Ça te paraît être le reflet de la réalité ? Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu des formations parce que les personnes, ils demandent à être recrutées et puis on les recrute tout de suite, en fait. Comme il manque beaucoup de personnel, donc dans ce domaine, il y a besoin de personnel. Donc évidemment, les secteurs à domicile, ils embauchent tout de suite sans savoir s'ils ont un diplôme, s'ils ont de l'expérience, ils prennent comme ça tout de suite. Même le week-end, on a des étudiantes et les étudiantes, ils n'ont jamais fait ce travail-là, en fait. Ah oui. Donc ils arrivent comme ça, quoi. D'accord. Les étudiants ne sont pas encadrés pas toujours. Moi, j'ai fait 2 jours avec une étudiante. Je lui ai expliqué comment faire ça, mais 2 jours, c'est un peu court, quoi, pour qu'elle comprenne les choses. Mais bon, le problème, c'est que donc. Et moi, du coup, j'aimerais bien maintenant parler un peu de l'organisation de ton travail. Est-ce que tu peux nous dire comment est fait ton planning, combien tu as de bénéficiaires Alors, voilà. Par jour, ça dépend des par jour. Des fois, j'en ai 4, des fois, j'en ai 5. Par exemple, je commence à 9h chez une personne, je finis à 11h. Par exemple, je veux dire, la journée d'aujourd'hui, j'ai commencé à 9h, j'ai fini à 11h, j'ai fait juste le nettoyage chez la personne. Après, je suis partie à 11h30 chez une autre personne jusqu'à 15h. C'était pour lui donner à manger, puis rester avec elle, lui parler jusqu'à 15h. Donc, je lui ai donné à manger. Enfin, elle a mangé toute seule, mais je lui ai donné à manger. Et après, je suis retournée chez elle à 16h, 17h. Par contre, là, c'était avec une collègue, parce qu'elle est un peu lourde, la dame, pour la changer, justement. Pour l'aider, pour être à 2, pour aider à changer sa protection. Et là, la dernière, c'était pour la mettre dans son lit et puis pour lui donner à manger. Et c'est pareil, c'est les 2 dernières que j'ai fait, c'est 2 personnes lourdes normalement, on peut pas faire toute seule. Mais la dernière que j'ai fait, on l'a fait toute seule parce qu'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de binôme. Mais normalement, on peut pas la faire parce qu'elle est lourde, en fait. Donc, la transférer avec le lèvre malade et tout, c'est un peu compliqué. On y arrive, mais c'est un peu compliqué. Mais normalement, on doit être à 2 quand il y a des cas comme ça. Et pourquoi c'était pas le cas, du coup ? C'est à cause du manque de personnel ? Voilà, c'est ça. Il manque du personnel. Donc, et il y a des personnels qui ne veulent pas finir à 20h aussi. Donc, le problème, il est là. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent finir à 20h. Donc, on ne trouve pas de personnel le soir, en fait. Et qu'est-ce qui décide de ton planning ? Du coup, tu travailles dans une association ? Oui, j'ai une responsable de secteur. En fait, il y a 4 responsables dans mon association. Et c'est les responsables de secteur qui font les plannings, qui nous disent d'aller là, chez Madame M, chez Madame P, chez Monsieur P et trucs. Donc, voilà. Normalement, je dis bien normalement, on a un planning 1 fois par mois. Mais
En ce moment, c'est pas ça. C'est un planning presque tous les jours. Ou tous les 2 jours. T'as ton planning de la veille pour le lendemain? Normalement, on a le planning au début du mois jusqu'à la fin du mois. Mais en ce moment, on nous appelle le matin des fois pour l'après-midi ou le soir pour la veille. C'est un peu, on ne sait plus comment on travaille en ce moment. C'est un peu... Donc à chaque fois, j'appelle ma responsable, je lui envoie un message, je lui dis alors comment je travaille aujourd'hui parce que je suis un peu perdue, je ne sais plus comment je travaille. Donc elle m'envoie la photo du planning et ouais, c'est un peu compliqué en ce moment le planning. Ah ouais, ça doit être compliqué. Et en termes de jours de repos, comment ça se passe? Tu travailles le week-end? Moi, je travaille pas le week-end. Ok. Mais des fois, ça m'arrive de dépanner le week-end quand il n'y a pas de personnel. Mais sinon, je travaille jamais le week-end. Et sinon, mes collègues, chez nous, on travaille tous les week-ends. J'ai des collègues qui travaillent le week-end, ils travaillent tous les week-ends et ils ont 2 jours de repos dans la semaine. Voilà. Ok, d'accord. Et par rapport justement à ces horaires, au fait que tu peux faire 2 heures quelque part, puis 2 heures à un autre endroit, comment t'es payé? Est-ce que t'es payé à l'heure ou est-ce que t'es payé au mois? Comment ça se passe? Non, on est payé au mois. Ok, d'accord. On est payé au mois, mais on est payé, oui, à l'heure, parce qu'on est payé sur le planning qu'on fait. Par exemple, les trajets qu'on fait d'une bénéficiaire à l'autre, on n'est pas payé. D'accord, donc tout ces temps d'attente de trajet, c'est pas rémunéré? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis à temps plein à 151 heures. Faut que sur mon planning, il faut qu'il y ait marqué 151 heures des personnes que je fais, quoi. Mais le temps entre les bénéficiaires, non, ça, c'est pas compté. D'accord. Et toi, tu saurais dire à peu près combien d'heures tu fais en plus, du coup, de ces 151 heures ou... Non, je peux pas... J'ai pas calculé, je peux pas vous dire, mais... Mais dans une journée, par exemple, si t'as... dans une journée, je peux faire 10 ou 2 heures, quoi. Ouais. 10 heures ou 12 heures, ouais. Ok. Et toi, si tu as envie de nous dire, tu gagnes combien par mois en faisant un temps plein, du coup, comme ça? Mois dernier, j'ai touché 1 300 euros. Ok. Mais voilà, c'est un temps plein. Donc, il y a des collègues qui touchent pas ça, qui touchent 900 euros, quoi. Donc, à un temps partiel. Normalement, on est à temps partiel. Moi, j'ai demandé un temps plein. C'est rare qu'ils donnent un temps plein. Donc, moi, j'ai demandé un temps plein. Ils ont accepté. Mais j'ai plein de collègues qui sont à temps partiel. Et bah oui, justement, on disait tout à l'heure que 90% des personnes étaient à temps partiel, justement. Oui. Et que, bah ouais, en moyenne, dans le secteur, c'est en dessous de 1 000 euros par mois. Oui, c'est ça. Ouais. Et toi, du coup, tu travailles dans une association, mais tu peux nous dire les différentes possibilités, genre entre associations? Alors moi, je privées? suis dans une association, sinon il y a privé, il y a les CESU aussi. CESU, c'est chèque emploi-service, en fait, c'est les employeurs, les bénéficiaires c'est eux les employeurs des aides à domicile et des auxiliaires de vie, en fait. C'est eux qui les payent, ils les payent avec les chèques emploi-service, en fait. Il y a la mairie aussi, la CCAS, voilà. Il y a le public aussi. Donc il y a pas mal de secteurs à domicile, quoi. Donc tout. Mais on a 7 conventions collectives. Normalement, on travaille tous en même temps, donc on devrait avoir une. Et nous, on demande une convention collective pour tout le monde, parce que c'est le même boulot, on fait la même chose. Donc normalement, pourquoi autant de conventions collectives? Du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur ton travail, excuse-moi. Donc voilà, tu parlais qu'il fallait aider. En fait, voilà, c'est un travail assez physique. En fait, est-ce que il y a des soucis de pénibilité, Bah oui, c'est le dos, les bras, les épaules. On dit qu'en aide à domicile, les accidents de travail, il y a plus 90, à peu près 90% plus qu'au bâtiment, en fait. Ouais. Faut savoir que c'est le secteur en fait qui a le plus d'accidents de travail, tout secteur confondu. Donc toi tu as déjà vu ça effectivement. Dans mes collègues, j'ai déjà vu qu'ils avaient des accidents de travail. Enfin, le dos, il y en a beaucoup qui ont mal au dos, au bras, les épaules. On utilise beaucoup le haut du corps en fait pour. Puis des fois les jambes parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup et on reste beaucoup debout. Donc du coup.
Et on a plein d'arrêts maladie. Ça s'arrête pas, en fait, les arrêts maladie. Les abandons de poste, les arrêts maladie ne s'arrêtent pas, en fait. Dans ce secteur, c'est énorme. Donc, en fait, en plus d'être un secteur qui, on l'a dit, quasiment 100% féminin, c'est un secteur, l'aide à domicile, qui est, comme la plupart des métiers du soin, en fait, qui est aussi composé d'une grande majorité de femmes racisées. Donc, est-ce que, voilà, toi ou tes collègues, est-ce que vous vivez donc des situations de discrimination, donc soit de sexisme, de racisme, ou même en général, en fait, de dénigrement, en fait, comment vous êtes perçus Non, enfin, c'est vrai que nous, chez nous, on a beaucoup d'Africains. Donc, les bénéficiaires, il y a certains, je parle de certains, ils veulent pas trop des Africaines, donc c'est un peu compliqué. Pourquoi je sais pas, je peux pas vous dire, mais bon, personnes âgées, de toute façon, il y en a qui sont racistes, hein, donc ça on le sait, hein. Pas tous, mais donc chez moi il y a que des Africaines, donc pas que, mais la plupart de collègues, c'est ça en fait. Donc, mais sinon il n'y a pas trop de discrimination, hein. Ça va à peu près. Ouais, ça se passe bien avec, avec les bénéficiaires, etc. C'est quand même une relation... Oui, c'est une relation pas mal quand même. Non, il y en a qui les adorent, hein, justement, qui changeraient pas d'auxiliaire de vie. Ah non, il y en a qui veulent leur auxiliaire de vie, ils veulent personne d'autre. Hein. Ils disent je veux personne d'autre. Hein. Vous m'envoyez personne d'autre, je veux elle, c'est tout. Mais du coup, tes collègues qui peuvent subir justement des remarques ou des comportements racistes dans le cadre du travail, comment est-ce qu'elles réagissent à ça, ou comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser? Est-ce qu'elles peuvent refuser de retourner avec un client, avec un bénéficiaire si ça s'est mal passé? Si, elle dit au responsable, et le responsable, il fait qu'il ne l'envoie pas chez cette personne-là, en fait. Et puis, il va appeler la personne en disant, voilà, non, il l'enlève de la personne, il ne retourne pas, en fait. Et ça, c'est parce que vous avez des responsables, mais peut-être que, pour celles qui sont employées directement avec les chèques emploi-service, directement par les bénéficiaires, ouais, c'est peut-être j'ai pas entendu parler, mais ouais, j'en ai pas entendu parler comment ça se passe sur ça, mais du coup, tu peux en parler, voilà, effectivement, qu'il peut y avoir une relation vraiment assez forte entre vous et vos bénéficiaires, et un aspect quand même de votre métier, c'est aussi, ça peut être la gestion de la fin de vie en fait pour une personne. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, comment ça se passe, quelles responsabilités vous avez moi j'en ai pas trop eu pour l'instant. On a eu des décès aussi, des personnes que je connais, mais j'ai pas participé. Mais oui, je sais pas quoi vous dire. Mais par exemple, quand il y a des collègues qui ont un décès, et le lendemain, il faut qu'ils retournent travailler. En fait, il n'y a pas de psychologue, pour parler, donc c'est un peu compliqué, quoi. Il n'y a pas de jour de repos, rien, on continue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu. Donc c'est un peu, ouais, non, moi j'ai pas eu cette, mais ouais, c'est un peu, le lendemain il faut qu'il retourne dans une autre bénéficiaire, donc c'est un peu compliqué, quoi. Merci Sabrina, on va enchaîner en fait après sur vos luttes en fait et les revendications du collectif, de votre secteur. Mais d'abord on va refaire une petite interlude musicale avec un autre morceau de Joséphine Baker. L'hymne des auxiliaires. Avec l'hymne des auxiliaires, pardon, qu'on va réussir à vous mettre du coup. Une société solidaire quand on crée du lien avec des métiers nécessaires et qui font du bien. Moi je connais les auxiliaires qui aident nos anciens, extraordinaires, tout simplement humains. Elle prolonge le projet de vie de tous nos aînés. Par vocation et par envie, avec humilité, confiance et amis, et toujours dévoués au cœur de l'idée de tout faire.
important, vraiment, vraiment, vraiment. Ces femmes si singulières sont le plus beau visage de l'humanité entière et bien davantage. Belles égarées, résignantes toujours, déterminées, elles font tout par amour. Un jour faudra qu'on arrête de les ignorer, de leur voler la tête, de les mépriser. Encourageons chacun à faire ce beau métier pour que demain ce soit une vraie fierté. Pour que demain ce soit une vraie fierté. C'était donc... qu'est-ce qu'on a écouté L'hymne des aides-soignantes. Non, les auxiliaires. Les auxiliaires, pardon. Voilà, pardon. Perdu. Excusez-moi. Donc c'était l'hymne des auxiliaires et nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, fréquence 106.3. Nous sommes toujours les féministes révolutionnaires et nous recevons toujours Sabrina qui est responsable Île-de-France du collectif national La Force Invisible des aides à domicile. On va parler un petit peu du collectif, mais avant ça, en début d'émission, j'ai lu des témoignages. Est-ce que tu peux nous redire, nous en dire un peu plus sur les témoignages que j'ai lus? Oui, donc le premier témoignage, je ne sais pas lequel, c'était d'Elisabeth Boubet. Ah, ça c'était le deuxième. C'était le deuxième. Donc j'ai lu en deuxième. D'accord, excusez-moi. Donc le premier, c'est Juliette Cohen, que vous avez lu en premier, un très beau témoignage d'ailleurs. Il faut que je le recherche, excusez-moi. Donc un très beau témoignage que je l'ai lu aussi, mais voilà. Et le deuxième que vous avez lu, c'est de Elisabeth Boutet, qu'on l'appelle Babette. Deux collègues super, ils sont tous super, hein, mais une collègue très super qui sont venus d'ailleurs mardi, parce que On va en reparler. voilà. Donc alors, avant de parler de mardi, on voulait que tu nous redises deux mots sur le collectif. Le collectif, il a été créé après le premier confinement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi au niveau pendant le premier confinement, pendant que le Covid était au max? Donc, le collectif a été créé en juin 2020 par une collègue qui s'appelle Anne Lozec, qui est pendant le confinement, en fait. Parce qu'elle est rentrée chez elle un soir, et a dit à son mari, je suis seule, je me sens seule. Mais elle dit, mais non, moi je suis là, t'es pas seule, je suis là. Elle dit, non, tu peux pas comprendre, moi je suis seule. Elle dit, mais tu vois bien que je suis là. Elle dit, non, mais dans mon travail, je suis seule. Donc elle a dit, il y a des collègues qui doivent être en même état que moi, toutes seules, quoi. Donc elle a décidé de créer ce collectif pour que des autres collègues la rejoignent et que les collègues soient un peu moins seuls. C'est vrai qu'on était seuls, quoi. On rentre chez nous, c'est compliqué des fois. Il y a une journée, des fois elle est un peu compliquée, donc on rentre chez nous, on ne sait pas quoi faire. Donc si on parle à notre famille, elle va pas trop comprendre. Donc voilà, ce collectif il s'est créé en juin 2020 pendant le confinement, parce qu'on s'est aperçu que pendant le confinement, justement, on était seuls, personne ne parlait de nous, on était des invisibles, comme le collectif ils l'ont appelé. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de protection pour travailler. On allait chez les bénéficiaires, on prenait les transports, on allait chez les bénéficiaires, on avait peur de donner la maladie aux bénéficiaires ou de la ramener chez nous aussi. Donc non, les masques c'était
C'était pour les soignants ou pour les médecins. Même la pharmacie, ils ne voulaient pas nous en donner parce que c'était pour les soignants ou pour les médecins. Mais j'ai dit quand même, on est des auxiliaires de vie, on travaille à domicile. Ah ouais, mais c'est pas nous qui commandent, je suis désolée. Donc nous, on a fait travailler la société pendant le confinement parce que presque on était dehors, il n'y avait personne, tout le monde était chez eux. Mais nous, on était sortis, on allait chez les bénéficiaires. Et heureusement qu'on était là pendant le confinement parce qu'il y en a plein qui étaient isolés, qui ne voyaient même pas leur famille, ils ne pouvaient pas voir leur famille pendant le confinement. Donc heureusement qu'on était là pour discuter avec eux. Et franchement, ils étaient contents de nous voir. Ils disent heureusement que vous êtes là. Parce qu'ils voyaient leur famille soit par téléphone ou par caméra, par WhatsApp ou par Zoom ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc heureusement qu'on est venu pendant le confinement et qu'on a évité beaucoup de décès aussi. Parce que moi je dis toujours, c'est pas le virus il n'y a pas que le virus qui a tué, c'est l'isolement, comme en maison de retraite qu'on a vu, c'est l'isolement qui tue aussi. Donc voilà. Donc ce collectif, d'ailleurs je remercie la présidente qui l'a créé. Et je l'ai vu sur Facebook. J'ai dit, ah bah tiens, il y a un collectif, bon, je vais me mettre dessus, je vais regarder si c'est bien ou pas. Toi, c'était quand est-ce que tu l'as rejoint, le collectif ? Moi, j'ai dû le regarder au mois de juillet, je pense. Donc, au mois de juillet, un mois après qu'il a commencé. Donc, j'ai vu sur Facebook, j'ai dit, bon, je vais essayer de rejoindre. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas mal ce qu'il y avait dessus. Donc, je les ai rejoints. Et du coup, c'est un collectif national, c'est ça ? Oui, c'est un collectif. Comment est-ce que vous êtes organisé à l'échelle de la France ? Alors, c'est un collectif national pour toutes les villes de la France. Et chaque région, ils ont un collectif aussi. Moi, j'ai collectif Île-de-France. Il y en a qui ont collectif Bretagne, collectif Occitanie, collectif Normandie. Enfin, dans toutes les régions, il y a un responsable de région. Et comment est-ce que quelle est la relation entre les différents collectifs régionaux, du coup ? Des fois, on a des réunions sur Zoom entre responsables. Donc, on se dit qu'est-ce qui va pas. Et on se donne des idées, on se donne des conseils. Donc, les responsables essayent de motiver les autres collègues et trouvent des idées dans leur région s'ils peuvent faire des trucs, des mouvements, Et puis des fois, on se retrouve nationalement pour faire le mouvement, quoi. Et à l'intérieur de chaque collectif régional, comment est-ce que vous êtes organisé ? Genre, toi, tu es responsable du collectif Île-de-France. Oui. Comment est-ce que ça se passe ? Vous vous retrouvez autour de temps fort ? Vous communiquez par d'autres moyens ? Pour l'instant, on communique que par Zoom, parce que même en Île-de-France, on fait par Zoom, parce que j'ai une collègue qui habite à Versailles. Et ma binôme qui habite Paris 14e. Donc, et puis la journée, on a tous notre emploi du temps, donc on n'a pas le temps de... Donc des fois, on fait des réunions sur Zoom le soir. Et puis d'autres, moi je dois avoir 86 membres dans mon collectif. Mais bon, je vous avoue que j'ai 86 membres, mais il n'y a pas beaucoup qui se mobilisent. Mais bon, on essaye. C'est bien déjà qu'ils sont dans le collectif, quoi. Ça veut dire qu'ils veulent que les choses bougent. Après, je les comprends. Ils ont l'emploi du temps. C'est pas facile, quoi, pour tout le monde. Donc. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont vos revendications ? Alors, les revendications, un hausse de salaire déjà, avoir une convention collective, avoir les frais kilométriques, parce que j'ai des collègues qui travaillent en voiture, en province, à la campagne et des fois en banlieue, et ils prennent leur voiture personnelle en fait. Donc il faut que ça soit eux qui payent l'essence. S'ils ont une panne de voiture, c'est eux qui payent les réparations. Et ça, c'est pas assez remboursé. Ça doit être 32 centimes, si je me trompe pas, 32 centimes, je crois, le kilomètre. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
Et tu parles de la convention collective unique. Actuellement, comment ça se passe du coup Là, chaque secteur du domicile a leur convention collective. Les associations, ils ont leur convention. Le CESU, ils ont leur convention. Enfin, vous voyez, le privé, chaque secteur, ils ont leur convention, quoi. Ils ont donc, on demande une convention pour tous les secteurs, quoi. Donc... Pour que vous ayez les mêmes droits, quoi. Bah c'est oui, ça c'est ça, parce qu'on n'a pas tous le même droit, en fait. Donc, les associations, par exemple, l'avenant 43, c'était juste pour les associations. Il n'y avait pas pour les privés, pour les CESU, pour le public. L'avenant 43, vous allez me dire, pour nous, les associations, c'est pareil. On n'a pas tous... il y a des différences, parce qu'on n'aura pas tous la même augmentation. Ça dépend de l'ancienneté, ça dépend du diplôme. Moi, par exemple, j'aurais 2% d'augmentation, quoi. Ouais. Donc, des collègues qui ont travaillé pendant 30 ans, ils auront 16%. Ah, bon, donc il faut avoir travaillé 30 ans pour avoir les 16%. Voilà. Mais après, il faut avoir travaillé dans la même association aussi. C'est ça le problème, oui. Ah oui. Bah oui, non, mais c'est un peu... Excusez-moi du mot, mais c'est un peu débile, quoi. Et est-ce que tu peux nous redire peut-être en quelques mots ce que c'est l'avenant 43 ? Alors, moi-même, j'ai pas trop compris l'avenant 43, mais je peux vous expliquer un petit peu. En fait, c'est une augmentation de salaire. Hein. C'est simplement ça, mais comme je vous dis, ça dépend des anciennetés. Ça dépend... Moi-même, j'ai pas très, très bien compris cette... Oui, c'était plutôt un effet d'annonce, du coup, du gouvernement qui voulait montrer qu'il faisait un geste, mais voilà, au final... c'est ça. En fait, oui, quand ils ont vu que les aides à domicile, les auxiliaires commençaient à bouger, parce qu'avant, on bougeait pas, on restait dans notre coin, on faisait rien. Et là, d'un coup, les auxiliaires, ils bougent. Faut qu'on leur fasse quelque chose, comme ça, ils vont essayer de se calmer. Non, mais on est moins bêtes qu'eux, hein, on sait très bien, on n'est pas des idiots, donc... Donc on sait très bien que l'avenant 43, non, c'est pas une augmentation historique comme Mme Bourguignon a disait que c'était une augmentation historique. Non, pour nous, c'est pas une augmentation historique, quoi. Soit c'est une augmentation pour tout le monde, soit l'augmentation, il l'enlève, quoi. Pour les associations, pour les privés, il faut que ça soit pour tout le monde, les augmentations. C'est pas pour juste un secteur ou pour l'ancienneté ou pour le diplôme, non. Donc c'est sûr que de toute façon, les secteurs du soin et l'aide à la personne, qui sont des secteurs toujours majoritairement féminins et racisés. C'est des secteurs qui sont constamment dénigrés, en fait, dévalorisés. On l'a vu encore plus avec la crise du Covid. Et la précarité, elle est due en fait aussi à ce manque de reconnaissance. En fait, voilà, on donne, on a très peu de reconnaissance pour ce genre de métier. Donc on va parler quand même un peu, justement des actions en fait que vous avez menées. Donc notamment il y avait un rassemblement devant l'Assemblée nationale mardi dernier. Donc on y était nous avec les féministes révolutionnaires. Oui, donc vous avez dû voir un peu. Voilà, alors du coup. Oui, déjà on n'est pas resté longtemps puisque la police elle est arrivée. Qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez pas le droit d'être là. Donc c'était pas déclaré. Donc mais bon, voilà, on était sur une place publique, normalement. Il y avait une trentaine de personnes, peut-être. À peine, en tout cas, ouais, on n'avait pas le droit de se rassembler. Donc moi, j'étais pas là parce que j'étais au ministère de la Santé avec 2 collègues, parce qu'on voulait, c'est pareil, je vais vous expliquer, le ministère de la Santé, c'est la même chose. On voulait mettre des blouses sur les escaliers du ministère de la Santé. Et là, il y a 2 mecs qui viennent d'agents de sécurité. Ah, mais non, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le droit, c'est interdit. J'ai dit, je mets juste des blouses, c'est rien. Ah non, mais si tout le monde fait ça, c'est pas possible. J'ai dit, juste, je pose mes blouses et je m'en vais. Ah non, mais reprenez vos blouses, allez, partez. Donc, nous, on n'est pas partis, hein, parce que il y avait aussi une dame qu'on connaît qui est de journal... Presenza qui filmait, elle aussi, elle s'est fait jeter parce qu'elle n'avait pas le droit de filmer, évidemment. Donc, non, mais moi, je les ai mis sur les poteaux marrons, vous savez, j'ai mis les blouses là, devant le ministère de la Santé. Ouais, nous, on ne sait pas. Alors, il y a 2 messieurs qui viennent, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le droit ? J'ai dit, on met juste les blouses, c'est rien, on vous explique pour nos revendications et tout. Ah oui, mais on comprend, mais nous, vous savez, on fait notre travail, vous n'avez pas le droit d'être là. Donc, il a écrit, on a dit non, juste on veut
on veut dire à Monsieur Véran et Madame Bourguignon que voilà, les auxiliaires sont en colère, qu'ils sont pas contents, quoi. Donc il a noté, il n'a pas noté notre nom, j'ai donné le nom du collectif, mais il a noté, il a dit oui, je vais voir. Bon, donc ça n'a pas été non plus. Et puis c'est pas déclaré, c'est déclaré. Il me demande est-ce que c'est déclaré. Non, c'est pas déclaré. Non, c'est une action politique, c'est une action, donc normalement les actions, pour moi on les déclare pas, mais bon. Donc après on arrive à l'Assemblée nationale et c'était fini, tout le monde était. Donc ça va en fait avec ce manque de reconnaissance. Voilà, nous quand on y était donc mardi, on a discuté avec certaines de tes collègues qui avaient été reçus la veille par Monsieur Macron. Ils avaient discuté. Et bon, finalement... ça, c'est des filles du film. Hein. Ouais. On savait même pas qu'ils allaient voir Macron, en fait. D'accord. Parce que j'ai une collègue qui s'appelle Nathalie, qui a voulu y aller, justement, voir Macron. Et la pauvre, elle est restée coincée à la gare. Il n'y avait pas de train, les cheminots faisaient grève. Et ces 3 filles, ils n'ont pas dit à ma collègue qu'elle savait que le train ne fonctionnait pas. Ils sont partis en voiture. D'accord. Donc, ils n'ont pas dit à ma collègue que le train ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est les 3 filles du film. Et non, ils ne sont pas dans le collectif du tout, quoi. Ils sont à part. En fait, c'est vrai que c'est toujours un peu ça l'enjeu. Tu disais, tu parlais d'isolement dans votre profession. L'enjeu de ce genre de mouvement et donc des secteurs du soin, c'est de comment on se mobilise quand on a du mal à rencontrer ses collègues, quand on est isolé dans le métier. Par exemple, vous avez essayé aussi d'organiser des grèves. Donc pareil, tu peux nous redire un peu là-dessus. Oui, l'été dernier, on a essayé de faire une grève symbolique illimitée. Bon, ça a marché. Si, ça a bien marché quand même. Hein. Ouais. Mais bon, ça n'a pas fait bouger grand-chose non plus. Bon. Mais un petit peu, mais pas. Mais les bénéficiaires et les familles, ils nous soutiennent. Enfin, ils nous soutenaient. Ils demandaient pourquoi vous faites grève, parce que normalement, quand on fait grève, on s'arrête, on travaille pas. Il y en a une qui me dit mais vous faites grève? Bah oui, on fait grève. Mais vous faites grève en travaillant? Bah oui. On dit normalement quand on fait grève, on s'arrête. Bah non, mais là c'est une grève symbolique. On peut pas vous arrêter. J'ai dit si je m'arrête, c'est qui va s'occuper de vous? Ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. Bah oui, donc on fait une grève symbolique, quoi. On met un brassard sur notre bras. Et il y a même des bénéficiaires qui ont mis des affiches derrière leur fauteuil roulant pour dire que c'est bien, continuez, on vous soutient. C'est vrai que la mobilisation, elle pourrait passer par là aussi, en fait, avec les bénéficiaires. Et puis, si vous arrivez vraiment à faire lutte commune avec vos collègues. Du coup, est-ce que vous avez un peu obtenu des choses depuis que vous avez lancé votre mouvement, ou vous êtes encore en lutte de toute façon? Non, on est encore en lutte. Hein. Pour l'instant, on n'a pas obtenu grand-chose. Hein. Le gouvernement, je pense qu'il fait le sourd. Hein. Comme des collègues, les filles du film qu'ils ont vu Macron, ils ont dit que Macron connaissait pas un auxiliaire. J'ai dit non, mais c'est n'importe quoi. Vous croyez ça, que Macron il croit pas que c'est quoi il connaît pas c'est quoi une auxiliaire? J'ai dit non, mais c'est pas possible ça. Il se fiche vraiment de vous, quoi. Bah oui, parce que pendant ses discours pendant le Covid, il avait très bien l'air de savoir qui vous étiez et de dire que vous étiez essentiel. Et là, d'un coup, il était surpris, des conditions de travail. Mais vraiment, je tombe des nues. C'est ça. Non, mais... à quel film est-ce que tu fais référence? Debout les femmes. Il est très bien d'ailleurs comme film. Faudrait que vous alliez le voir. Et tous ceux qui l'ont pas vu, ça serait bien d'aller le voir. Oui, il y a eu des projections. On peut le voir là actuellement, oui. Oui, il y a des projections dans toute la France, en fait. Depuis au mois de septembre, ça a commencé. Enfin, le film, le 1er octobre, il a sorti officiellement. Mais il y avait des avant-premières avec François Ruffin et Gilles Perret depuis le mois de septembre. D'accord. Et là, on continue à faire des débats jusqu'à janvier, février. Oui, c'est ça. Il y a des projections où il y a les auxiliaires à domicile, justement, qui viennent pour parler après du film et pour avoir un débat sur ce qu'on voit, en fait, au sein de ce film, qui parle, en fait, de métiers d'aide à domicile. Il parle des auxiliaires de vie, de AESH et des femmes de ménage de l'Assemblée nationale. D'accord. Oui.
Et du coup, on disait que voilà, c'est compliqué de se réunir quand on n'a pas forcément de collègues, qu'on travaille à des endroits différents et tout. Et je voulais savoir, toi, en tant que personne, ça t'a apporté de quoi en fait de rejoindre le collectif? Au moins, je me sens moins seule, en fait. Je suis dans ce collectif, on se comprend tous. Donc je me sens moins seule, parce que c'est vrai qu'avant j'étais un peu seule, mais là maintenant je me sens moins seule. Je sais qu'il y a des collègues, on est tous pareils en fait, donc on s'entraide, on se donne des idées si on a besoin, voilà. Donc parce que là c'est vrai que dans mon association, pour faire bouger les collègues, c'est pas évident. Et puis, c'est vrai qu'on se croise dans le bureau, mais c'est vite fait, hein, donc on n'a pas le temps de se parler, quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que là, là, on se voit pas, mais au moins, on s'écrit par message ou on se voit par Zoom. C'est déjà bien, quoi. Et comment on peut vous soutenir dans le futur, si on a envie de vous soutenir Alors, il y a une page Facebook qui est Collectif National La Force Invisible des Aides à Domicile. On a Twitter aussi, on a Instagram, voilà. Donc vous allez sur la page Facebook. Il y a une adhésion aussi sur Assos, j'ai perdu le nom. Assos. Hello Asso, non? Hello Asso. Voilà, Hello Asso, pardon. Hello Asso. Et on a une pétition en ligne aussi. Qu'on peut signer du coup. Sur change.org. Ouais. Voilà. Sur change.org. Oui, c'est ça. Et il y a des actions, vous avez des actions prévues ou pas pour l'instant Là, pour futur, l'instant, on réfléchit toujours. Ouais. On regarde quelle action on peut, dotation, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Ok, très bien. Ouais, alors est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On va être là proche de la fin, donc est-ce que tu as un dernier mot Non, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et merci à vous. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. On va s'arrêter là. Du coup, on invite tout le monde à aller suivre le collectif national La Force Invisible des Aides à Domicile sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre, nous, les féministes révolutionnaires, aussi sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc, merci encore une fois, Sabrina. Merci à Claude à la technique. Et on sera de retour le mois prochain pour une autre émission, toujours sur les luttes féministes au travail. Et on vous laisse avec une chanson américaine.